Bonjour à tous. On va parler d'un problème d'actualité, tellement d'actualité que je crois que Marc vient de finir le topo à peu près équivalent dans un topo il y a 2 minutes dans ce congrès. Donc c'est vous dire qu'il y a besoin d'en parler beaucoup. Donc accident hémorragique sous anticoagulant oraux direct, appelons-les comme ça plutôt que nouveaux, puis ça fait 10 ans qu'on les manie, donc ils commencent à être moins nouveaux, mais on vous le répète à chaque fois. Et en fait, j'aimerais situer le problème, d'une part avec mes liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique développant ces molécules, et j'aimerais entamer ce sujet sur en quoi les hémorragies sous anticoagulants oraux directs sont un problème. Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus fréquentes? En fait, on a 2 indications où on les utilise à dose thérapeutique, donc pleine. Et dans ces 2 indications, on a vraiment des données cliniques conséquentes avec vous le voyez, pour le traitement des phlébites embolies pulmonaires, maintenant 30 000 patients, inclus dans les essais ayant évalué ces molécules, et presque 60 000 dans la fibrillation atriale. Alors, on a des méta-analyses pour synthétiser à peu près tout ça, mais la première information que je voulais montrer, alors qu'on baigne dans une ambiance médiatique nous laissant croire que c'est des molécules qui sont à haut risque hémorragique, en fait, ce n'est pas le cas. Quand on les compare aux traitements de référence, très clairement dans cette indication, les anticoagulants oraux directs marchent aussi bien que héparine avec relais antivitamine K et font moins saigner. Font pratiquement réduire de 1/3 pratiquement le risque d'accident hémorragique. Et si on s'intéresse à la fibrillation atriale, population plus âgée, en moyenne 10 ans de plus que la population phlébite embolie pulmonaire, on a exactement les mêmes constatations, moins d'hémorragie majeure, significativement pour une efficacité meilleure et moins d'hémorragie intracrânienne. Le bémol, là où on va être en première ligne probablement, c'est que ça augmente le risque hémorragique gastro-intestinal. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas encore tout compris là-dessus, mais très clairement, vous aurez un peu plus d'hémorragie gastro-intestinale avec ces molécules qu'avec les AVK, même si globalement il y a moins d'accidents hémorragiques. Est-ce que ces hémorragies, quand elles surviennent sous anticoagulants oraux directs, elles sont plus graves que les hémorragies qu'on observe sous traitement conventionnel AVK et héparine? Là aussi, on peut retourner dans les essais avec la fibrillation atriale et vous avez l'incidence des accidents hémorragiques et on va regarder ce qu'on appelle la case fatality. Ces accidents hémorragiques ont entraîné le décès dans combien de pourcents des cas? Dans toutes ces études, dans la fibrillation atriale, quelle que soit la molécule, le pourcentage d'accidents hémorragiques ayant entraîné le décès, donc ayant eu des conséquences graves, est plus important sous antivitamine K que sous anticoagulants oraux directs. Donc les accidents hémorragiques sont moins fréquents et probablement moins graves. Alors qu'on n'a pas d'antidote spécifique, parce que c'est ça la vraie question, et c'est pour ça qu'on vous entendez beaucoup parler de ces molécules. Mais à force de nous dire qu'on n'a pas d'antidote spécifique, on a l'impression qu'on est complètement démuni, et quand un accident hémorragique survient sur ces molécules, on ne peut rien faire, et qu'il n'y a rien d'efficace. Et vous allez voir, tout au long de cette époque, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Alors pour parler de gestion des accidents hémorragiques sous ces molécules, il vous faut impérativement avoir quelques notions élémentaires de pharmacocinétique. Ça, c'est une diapositive ultra complexe, mais on va essayer de la simplifier tous ensemble. Le premier message, c'est que la biodisponibilité n'est pas super bonne avec ces molécules. En tous les cas, elle n'est pas de 100%, elle est même très faible pour l'une de ces molécules-là. Mais en gros, la conséquence pour vous, c'est que si la biodisponibilité n'est pas très bonne, c'est qu'il y a beaucoup de produits dans le tube digestif. Et s'il y a beaucoup de produits dans le tube digestif, c'est un produit qui peut passer régulièrement dans le sang. Et l'intérêt, ça serait peut-être d'aller le chélater dans le tube digestif et de l'empêcher de passer dans la circulation. Et c'est pour ça qu'on vous discute régulièrement l'idée du charbon activé pour empêcher l'absorption. Ces produits, ils ont une absorption ultra rapide. Le malade prend son comprimé, 2 heures après, il y a les concentrations maximales. C'est plus rapide que les héparines sous-cutanées. Vous allez avoir un effet anticoagulant plus rapidement. Donc c'est immédiatement anticoagulant. La demi-vie, on va faire simple, pour toutes ces molécules, elle est 12 heures. Ça vous résume à peu près les choses. Quelle que soit la molécule, le rein participe à l'élimination de ces molécules. Et à chaque fois, l'insuffisance rénale va avoir une influence sur les concentrations de ces médicaments, plus ou moins marquée selon la molécule, mais oubliez le fait qu'il y ait des molécules qui soient super safe dans l'insuffisance rénale, toutes s'accumulent si vous avez un Cockcroft ABC.
Et enfin, la fixation protéique, vous allez retenir la différence entre le dabigatran, qui est un anti-2, qui est faiblement fixé aux protéines, par rapport aux autres plutôt fortement fixés aux protéines. Et c'est le rationnel pour dire que le dabigatran est hémodialysable, alors que les autres ne le sont pas. Ça reste à démontrer. On est en train de faire des manips pour essayer de voir si, avec des pressions, on ne pourrait pas non plus éliminer les autres molécules. Dans tous les cas, on pourrait éventuellement dialyser le dabigatran. Donc vous avez vu, ces propriétés pharmacocinétiques, elles sont importantes parce que les deux premières nous laissent penser que le charbon activé pourrait avoir un intérêt. La propriété pharmacocinétique concernant l'élimination, la demi-vie et le pourcentage par voie rénale nous aideront sur le délai d'attente ou le risque pendant la durée du risque auquel sont exposés nos malades. Et puis ça nous aidera pour la stratégie de réversion. Et enfin, la dernière ligne vous aide à savoir si on peut dialyser ou pas ces produits, en tous les cas aujourd'hui. Et puis il y a des notions élémentaires de pharmacodynamie. Ces molécules, on va faire simple, modifient les tests d'hémostase usuels, plus ou moins selon la molécule, mais en gros les xabans vont vous augmenter de façon assez nette, en dehors de l'apixaban, le temps de quick et donc l'INR. Un INR allongé sous ces molécules, c'est normal. Un TCA allongé sous ces molécules, c'est également normal, ça le sera d'autant plus que vous utilisez du dabigatran. Et puis, il y a des tests d'hémostase qui sont particulièrement sensibles à ces molécules. L'activité anti-10 pour des molécules anti-10, vous imaginez que ça va être quelque chose de très bien et ça va nous aider pour suivre, pour savoir s'il y a beaucoup de produits dans le sang, pas beaucoup de produits dans le sang ou pas du tout. Et vous imaginez qu'en fonction de ce que vous allez trouver, on va avoir des stratégies différentes. Et puis on a des tests qui évaluent directement l'activité anti-2 et notamment le temps de thrombine, c'est le fameux hémoclote, qui est un des tests qu'on utilise pour doser les concentrations en dabigatran dans le sang. Et chance pour nous, les anti-10 ne sont pas modifiés par le dabigatran et le temps de thrombine n'est pas modifié par les xabans. Donc on a des tests qui nous permettent de différencier les molécules. Donc maintenant que vous avez des propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques en tête, on peut commencer à avancer. Je vais me servir d'un autre test qui s'appelle le temps de génération de thrombine, qui n'est pas un test usuel de la pratique de soins, mais qui va nous aider à comprendre pourquoi et comment on peut réverser ces molécules. Ce temps de génération de thrombine, c'est à cette allure-là, cette courbe-là. En fait, vous allez imaginer que vous mettez un coup de couteau sur le doigt, vous êtes un mauvais cuisinier, votre organisme met un certain temps à comprendre que vous êtes coupé. Une fois qu'il a compris que vous êtes coupé, vous générez un maximum de thrombine pour boucher le trou. Et une fois que vous avez bouché le trou et généré beaucoup de thrombine, vous avez des enzymes alpha-2 macroglobuline, alpha-1-antitrypsine, qui vont éliminer la thrombine pour vous empêcher de tout boucher. Voilà ce que c'est que le temps de génération de thrombine de façon simple. On a des paramètres qui nous permettent d'évaluer ça, c'est le temps de latence, le temps pour arriver au pic de génération de thrombine et la quantité de thrombine que vous avez générée. Peu importe, quand vous donnez un traitement anticoagulant, oral direct, vous allez modifier ce temps de génération de thrombine. Et vous allez le modifier de façon différente selon que vous êtes xaban ou gatran aux doses thérapeutiques. Vous voyez que si vous êtes xaban, vous retardez la réaction, vous l'empêchez de monter très haut et vous l'étalez dans le temps. Alors qu'avec le dabigatran, on a l'impression qu'on fait simplement que retarder la génération de thrombine. Ça, c'est vrai aux doses thérapeutiques. Mais les patients qui vont saigner, la plupart du temps, il va y avoir un surdosage. Et quand vous êtes en surdosage, chance pour nous, ça a tout la même tronche. Le dabigatran se comporte comme l'exaban sur ce temps de génération de thrombine. Alors, ça, c'est des belles images, un truc que j'ai reconstruit avec un graphique. Voilà ce que ça vous donne. Sous forte concentration de NACO, vous allez retarder la réaction, le temps de latence augmente, vous empêchez la génération de thrombine et vous l'étalez un petit peu plus dans le temps. Et donc, nos procédures de réversion, les produits qu'on a actuellement à notre disponibilité, c'est des facteurs de la coagulation inactifs, c'est les concentrés de complexes prothrombiniques. Il vaut mieux dire ça maintenant aujourd'hui plutôt que PPSB. PPSB, c'était les petits noms de chacun des facteurs de la coagulation vitamine K dépendants, proconvertine, proxélérine, Stuart, facteur antihémophilique B. Donc concentrés de complexes prothrombiniques, il y en a plein de sortes. C'est ces quatre facteurs-là sous forme inactive. Il y a d'autres choses, mais en gros, les facteurs de la coagulation sont inactifs. On a à notre disposition des facteurs de la coagulation actifs. Donc on peut penser que c'est quelque chose qui va agir plus vite. Vous en connaissez un parfaitement, c'est le Novo7, c'est le facteur 7 activé recombinant. Et puis il y a une autre molécule, enfin une autre soupe
de molécules que vous connaissez peut-être moins, mais que les hémophilologues connaissent très bien. C'est le FEBA. C'est du, allez, on va faire simple, c'est du CCP, du PPSB actif. On a à la fois des facteurs inactifs et à la fois des facteurs activés. C'est quelque chose de simpliste dans la présentation, mais c'est globalement pas si faux que ça. Et donc, je reviens sur mon schéma du temps de génération de thrombine, avec des fortes concentrations en anticoagulants oraux directs qui ont retardé la réaction, l'empêché de monter très haut et étalé un petit peu dans le temps. Et votre travail avec la réversion, quand vous avez un accident hémorragique, c'est de ramener cette courbe bleue au même niveau que la courbe noire. C'est corriger la génération de thrombine pour permettre à votre patient d'arrêter de saigner. Ben, si vous donnez du facteur 7 activé, vous allez imaginer que vous avez une voiture en panne et qu'elle est en panne parce que vous n'avez pas d'essence et parce que le démarreur ne marche pas. Et quand vous amenez du facteur 7 activé, c'est comme si vous répariez le démarreur sans amener d'essence. Donc votre réaction, elle va pouvoir démarrer vite, vous corrigez le temps de latence, mais vous ne corrigez pas la génération de thrombine. Si vous amenez des facteurs de la coagulation inactifs, des concentrés de complexe prothrombinique, c'est comme si vous ameniez de l'essence, mais sans réparer le démarreur. Et vous allez corriger la génération de thrombine, mais vous ne permettez pas à la réaction de démarrer vite. Et si vous amenez des facteurs actifs et des facteurs inactifs comme le FEBA, vous allez changer le démarreur et amener de l'essence. Et sur les modèles, en tous les cas, sur du plasma pauvre en plaquettes, voilà ce que ça vous donne en termes de génération de thrombine. Donc vous avez maintenant le rationnel à l'utilisation des CCP, du Novo7 et du FEBA. Ce que je vous ai remonté avec mon joli schéma, qui était très pédagogique, je l'espère, c'est, je vous ai mis ici les vraies courbes qu'on observe avec le temps de génération de thrombine. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que le raisonnement simpliste que je viens de vous donner, il est quand même très simpliste. Et suivant le test que vous allez utiliser, plasma pauvre en plaquettes, suivant ou riche en plaquettes, ou selon les réactifs que vous utilisez, vous avez une forme de temps de génération de thrombine qui n'est pas du tout la même. Et quand vous corrigez avec du CCP, vous voyez que, suivant le test que vous utilisez, c'est un peu plus complexe que ce que je vous ai raconté. Mais quand même, mon démarreur, mon essence, ça vous permet à peu près de savoir dans quel ordre on va utiliser ces molécules. Et à quelle posologie on pourrait les utiliser. Les concentrés de complexe prothrombinique, je ne vais pas vous montrer les manips d'où ça vient, mais on a clairement une étude chez le Volontaire 5 qui nous montre que si vous voulez corriger un temps de génération de thrombine avec du CCP, il faut donner 2 fois les doses que vous utilisiez habituellement pour les antivitamines K. Au lieu de 25 unités kilo, vous allez prescrire 50 unités kilo. Alors plutôt que de vous casser le baigneur à calculer les unités, c'est du millilitre par kilo pour 25 et donc 2 millilitres kilo pour faire 50. Ça va quand même beaucoup plus vite en termes de prescription. Si vous voulez utiliser le Novo7, qui n'est que le démarreur, je vous le rappelle, si vous voulez avoir un impact, il faut l'utiliser à bonne dose. Et c'est plutôt 90 à 120 microgrammes kilo-minute. Si vous l'utilisez en dessous, ne vous attendez pas à avoir un effet qui est déjà lui-même, en tous les cas sur le modèle que je vous ai présenté, plutôt partiel. Et le FEBA, c'est 30 à 50 unités kilo. Quand même, il faut que vous sachiez que toutes ces recommandations posologiques, elles ont été basées sur des manipulations in vitro, in vivo ou chez le volontaire sain, chez des volontaires sains qui avaient des concentrations habituelles, thérapeutiques, en anticoagulants oraux directs. Or, les malades que vous allez avoir en prendre en charge, ils vont avoir des concentrations qui vont être a priori beaucoup plus élevées que celles qu'on a observées avec ces manips-là. Donc attention à ces concentrations, c'est un truc de départ, et pensez pas parce que vous avez fait ça que vous ne serez pas obligé de rechallenger vos malades derrière. Et donc, partant de toutes ces considérations et ces modèles-là, un groupe d'experts qui s'appelle le GIHP, il y a un site Eureka Pro, mais qui commence à être déjà largement diffusé. Ces recommandations, en tous les cas, sont publiées et elles ont le mérite de simplifier un petit peu ces procédures. Vous avez une hémorragie dans un organe critique avec une menace sur le pronostic vital ou l'absence de geste d'hémostase possible. On est dans l'intracérébral, on est dans le sous-du aigu. À la limite, le chirurgien peut toujours aller évacuer, mais c'est vrai qu'en période aiguë, ils n'aiment pas trop aller mettre un trou parce que derrière, ça se refait. Donc, sauf si vous avez des troubles de conscience évidents, on préfère temporiser rétropéritonéal. Sur le modèle que je vous ai mis là, comme il y a une menace sur le pronostic vital et pas de geste d'hémostase possible, on va privilégier le fait de réparer le moteur, de réparer le démarreur et d'amener de l'essence, et on va mettre le FEBA en première ligne. Si vous avez pas de FEBA,
Pensez pas que vous êtes dans un établissement qui ne s'est pas donné le moyen de gérer votre patient. L'expérience pratique et clinique, en tous les cas pour les quelques malades que j'ai eus dans les mains et pour les quelques malades que m'ont rapporté les collègues, le CCP, ça marche quand même pas si mal que ça. Et puis même, pour l'avoir testé aussi, le Novo7 n'est pas dénué d'effets. Mais dans la stratégie, il y a un vrai rationnel à privilégier le FEBA si vous avez un centre d'hémophilie qui n'est pas très loin. Sinon, CPP, c'est plutôt pas mal. Et puis, dans les autres hémorragies graves, il va falloir privilégier le geste d'hémostase. C'est quand même la première chose. Si vous pouvez boucher le trou, c'est quand même plus simple que d'essayer de faire en sorte que la réaction de la coagulation se fasse. Et on va céder pour la réversion, cette fois-ci, des dosages. C'est pour ça que je vous ai enquiquiné avec les tests d'hémostase un peu spécifiques. Activité anti-10 pour l'hexaban, temps de thrombine pour le dabigatran. Et si vous avez un dosage très faible, inférieur à 30 nanogrammes par millilitre, cette valeur, c'est quoi? C'est presque la limite de quantification des méthodes. En gros, ce dosage, il vous dit il y a du produit qui circule ou il n'y a pas de produit qui circule. Si vous avez une concentration qui est à moins de 30, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit qui circule, l'hémorragie, vous allez la traiter comme si c'était un patient qui n'avait pas de traitement anticoagulant. Vous gérez un accident hémorragique. Par contre, si les concentrations sont au-dessus de 30 nanogrammes par millilitre, vous êtes face à un patient qui saigne et qui a un anticoagulant qui circule. Donc réversé. Et la réversion, eh bien, à ce moment-là, vous allez repartir sur du CCP si vous n'êtes pas en menace vitale immédiate, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'agir dans les 30 secondes, soit c'est quelque chose qui vous pose un vrai problème, vous avez envie d'être actif immédiatement, et parce que vous avez sur le plan hémodynamique des petits soucis, utilisez le FEBA en première intention, et pourquoi pas le Novo7 pour faire démarrer la réaction très très vite. Gardez ce schéma en tête. Mais c'est vrai qu'à la limite, on préfère privilégier, quand on n'a pas besoin d'aller très vite, la prescription de CCP parce qu'on n'a pas à notre connaissance de grandes catastrophes thrombotiques parce qu'on a passé du CCP à des patients qui nécessitaient, avant de saigner, un traitement anticoagulant, alors qu'on a des expériences d'événements thrombotiques sous Novo7 et sous FEBA. Donc, dans la mesure du possible, si vous n'avez pas besoin d'aller vite, le CCP, c'est quelque chose qui marche bien dans notre pratique. Ça nous a déjà rendu service pour gérer ce type de malade. Et puis cette deuxième plaque, la grande différence, elle vient ici. Au lieu d'avoir fait un dosage des concentrations, on a fait ce qu'on appelle le protocole de Bruce, enfin ce que mes collègues ont appelé le protocole de Bruce. Vous êtes dans un centre qui ne dispose pas d'un dosage spécifique, activité anti-10 calibrée sur les anticoagulants oraux directs type Xaban ou temps de thrombine. Servez-vous des tests d'hémostase usuels. Si le TCA et le temps de quick, l'INR, n'ont pas bougé, votre malade n'a pratiquement pas de chance d'avoir de l'anticoagulant qui circule. En tous les cas, c'est vrai pour le rivaroxaban et c'est vrai pour le dabigatran, ça n'est pas pour l'apixaban. Problème, hein. Il arrive, ça y est, les doses curatives de dabigatran d'apixaban sont disponibles depuis quelques heures. Et donc, TCA, temps de quick normaux, pour le dabigatran et rivaroxaban, pas de produit qui circule, vous gérez un accident hémorragique, comme si le patient n'avait pas d'anticoagulant. Les temps TCA au temps de quick sont allongés, il y a du produit qui circule, vous êtes en droit d'antagoniser. Ce que je voulais vous montrer sur cette plaque, vous avez vu ce schéma. FEBA d'abord si vous devez aller vite, CCP si vous ne devez pas aller vite, et Novo7 en deuxième intention. C'est quelque chose qu'on a tous de façon consensuelle admis, mais c'est des suggestions. On n'a pas de preuves scientifiques, il n'y a pas d'evidence-based medicine. Vous avez vu que ça repose sur un temps de génération de thrombine. Et c'est pas... Vous avez un patient qui saigne, vous n'avez pas de FEBA dans votre pharmacie, vous faites du CCP, ça se passe mal, pensez pas qu'en faisant du Novo7, vous ferez rien. Ce que je voulais vous montrer sur ce test-là, si vous changez le réactif, si vous changez la manip sur ce temps de génération de thrombine, ben vous voyez que la courbe en rouge, c'est la procédure de réversion qui semble corriger le mieux l'effet qu'on observe sur le temps de génération de thrombine. Et sur cette manip-là, ben, le produit qui corrige le mieux le temps de génération de thrombine, c'est le Novo7. D'accord ? Donc, il est quand même bien qu'on fasse tous aujourd'hui, en 2014, la même chose. FEBA, si on doit aller vite, CCP, si on ne doit pas aller vite, Novo7 en deuxième intention, parce qu'on va se faire de l'expérience avec cette stratégie tous ensemble.
Mais il ne faut pas penser que demain, si on vient vous voir parce qu'il y a des données solides et on vous dise en janvier 2015, je refasse le même topo et je vous dis faut utiliser le Novo 7, ne pensez pas que je déraille complètement, c'est qu'on aura accumulé de l'évidence. Mais aujourd'hui, nos suggestions, c'est plutôt FEBA et CCP. La deuxième manip, vous avez un patient qui vient de bouffer son comprimé et qui se met à saigner, il en a encore plein de tubes digestifs. Vous allez réverser, vous allez probablement boucher le trou, mais il y a encore plein de produits dans le tube digestif, et ce produit va pouvoir être absorbé. Je vous ai dit, la biodisponibilité n'est pas si bonne que ça. Et donc l'intérêt du charbon activé, il était théorique. Et puis depuis, on accumule des données. C'est publié online, c'est pas encore complètement disponible. Mais dans cette manip-là, on a pris des volontaires sains, la courbe en noir, on leur a fait manger 20 mg d'apixaban, en dose unique. La dose thérapeutique d'apixaban, c'est 5 mg dans la fibrillation atriale. Donc on leur a donné 4 fois la dose habituelle pour essayer de faire monter les concentrations. Et puis ces volontaires sains, 2 heures après qu'ils aient mangé l'apixaban, on a recommencé la manip, on leur redonne à nouveau 20 là le noir c'est apixaban tout seul. La deuxième manip, on leur fait manger 20 mg d'apixaban et 2 heures après qu'ils aient avalé le comprimé, on leur donne du charbon activé. Puis la troisième manip, on leur a redonné 20 mg d'apixaban, ils sont gentils, puis ils n'ont pas saigné, donc ils étaient plutôt très sympas, et on leur a donné du charbon activé, cette fois-ci 6 heures après la prise. Plutôt intéressant quand vous êtes aux urgences, parce qu'on ne les a pas forcément tout de suite après la prise. Vous voyez qu'en termes de demi-vie, vous avez une demi-vie qui était chez le volontaire sain attendue d'environ 12 heures sous apixaban, ça vous confirme ce que je vous racontais tout à l'heure, la demi-vie de ces produits c'est environ 12 heures. Si vous donnez du charbon activé 2 heures après la prise ou 6 heures après la prise, vous divisez par 3 cette demi-vie. Donc en donnant du charbon activé, vous allez accélérer l'élimination de votre produit, probablement parce que ce n'est pas réabsorbé. Donc c'est probablement une vraie option. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que sur le dabigatran, quand on a donné du dabigatran à des patients insuffisants rénaux dialysés, on l'a fait tout de suite après une séance de dialyse, avant la suivante. Et vous voyez que la demi-vie de l'apixaban, du dabigatran chez ces malades-là, elle est plutôt très très longue. Et quand vous faites une séance d'hémodialyse, vous avez une demi-vie de 4 heures au lieu d'une demi-vie de 48 heures chez l'insuffisant rénal sévère. Ce qu'il faut que vous sachiez, vous faites votre séance d'hémodialyse, vous avez pratiquement épuré le malade de son produit en dabigatran, vous arrêtez la séance de dialyse et on a un petit phénomène de rebond. Vous allez observer dans votre pratique quotidienne une réascension des concentrations. Il faut savoir surveiller ces malades-là. C'est probablement sur un problème de distribution et de relargage de la distribution tissulaire, en tous les cas extravasculaire de ce produit-là. Et quelles que soient les techniques de diafiltration, d'hémodiafiltration, vous avez les résultats sur cette manip-là. Et puis les anticorps, ils ne sont pas disponibles aujourd'hui, mais tout le monde avance. Ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà ce qu'on observe avec l'anticorps anti-dabigatran. Vous avez l'effet du dabigatran donné en IV continu sur un temps de coagulation, le temps de thrombine ici. Si vous donnez un bolus d'antidote, vous allez réverser complètement l'effet sur le temps de thrombine, et bien que ce soit qu'un bolus, vous avez un effet rémanent. Donc c'est plutôt des choses qui marchent. Le seul problème, la grande difficulté, c'est combien il va falloir donner d'antidote pour complètement réverser et être peinard, et est-ce qu'il faudra en redonner souvent pour pouvoir gérer ça. Ça va être assez complexe à gérer. Et pour les anti-10, on a aussi du facteur 10 un peu bidouillé, recombinant, c'est-à-dire que c'est un facteur 10 de la coagulation qui est inactif, qui est incapable de générer de la coagulation, mais il a une propriété, c'est qu'il est capable d'absorber tous les produits anti-10. Alors ça marche pour le rivaroxaban, mais ça marche pour le fondaparinux. Ça ne marche pas que pour l'hexaban, ça marche pour les anti-10. Et là encore, avec des effets assez spectaculaires. Donc la notion d'antidote, on l'a. Il faut simplement la tester chez le volontaire sain, puis chez le malade, et ça demande quelques années. Donc réversion non spécifique, FEBA, CCP, et en cas d'hémorragie, bien sûr, en cas de geste invasif non déplaçable, vous avez vu qu'on n'est pas démuni, hein, on peut faire des choses et ça marche cliniquement. Vous allez voir des hémorragies cesser parce que vous avez fait une réversion. Le charbon activé, c'est très intéressant, probablement quand on va avoir des intoxications médicamenteuses volontaires avec ces produits-là, pourquoi pas. Et puis quand vous avez un accident hémorragique chez quelqu'un qui vient de le manger, qui l'a mangé dans les 6 heures, et que l'hémorragie, elle n'est pas digestive, parce que donner du charbon activé, quelqu'un qui... Je pense que le gastro-entérologue sera pas très content d'aller faire un geste d'hémostase alors que vous venez de donner du charbon.
Et puis, quand vous avez une procédure invasive à faire et que le patient vient de procéder, vous pouvez attendre un petit peu et que le patient vient de manger ses comprimés. Le charbon activé pourrait être intéressant. Puis l'hémodialyse, bien sûr, envisagée en cas de dabigatran, mais bien sûr que si vous avez des concentrations élevées. C'est une procédure lourde, vous n'avez pas à la lancer s'il n'y a plus de produits qui circulent. Je vous remercie.